Merci pour cette introduction. Donc en effet, comme Laurent vient de le dire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que même aujourd'hui, il y a encore un peu de vignes en Tarentaise. En vérité, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, vous pourrez remarquer, si vous allez parfois dans le secteur, entre Albertville et Moutier, on voit depuis l'autoroute notamment les coteaux de Sevin, qui sont la dernière vraie exploitation agricole viticole de Tarentaise. Ça domine l'autoroute, c'est très très joli. Si vous avez l'occasion de les voir, faites-y attention. En dehors de ça, on ne va pas avoir grand-chose en vérité. Il y a une association à la Côte d'Em, en Haute-Tarentaise, qui fait ce qu'elle peut pour maintenir quelques bouts de vignobles. Ça doit représenter 2 hectares. Et il y a bien sûr quelques particuliers qui ont leurs vignes pour eux-mêmes. Mais c'est pareil, tout ça mis bout à bout, si on a 15 hectares sur toute la vallée, c'est déjà pas mal. Et encore, je pense que je suis un peu généreux. Donc, si on va au XVIIIe siècle, c'est vraiment pas la même situation. Le vignoble de Tarentaise, il représente entre 750 et 1500 hectares, selon les estimations. C'est plus proche de 750, en vigne vraiment comme on l'entend, mais il faut y ajouter la vigne haute, et je vais revenir sur ce sujet un peu plus tard. Donc depuis quand on a un vignoble en Tarentaise? En vérité, c'est pas très clair, c'est même assez loin d'être clair. On en a une première trace écrite au XIIIe siècle. Alors parfois on dit au Xe siècle, plusieurs personnes me l'ont dit, mais personne n'a pu me montrer le document. Donc moi je dis le XIIIe siècle, dans le doute. Mais donc peut-être le Xe. Cette première trace écrite, elle se trouve dans les Contes de Châtellenie, que vous connaissez peut-être, qui ont notamment été étudiés par Christian Guilleret. Et donc ce sont des, si jamais vous ne les connaissez pas, c'est des documents un peu, des espèces de grands rouleaux de comptes qu'utilisaient les comtes de Savoie pour administrer leurs châtellenies, qui sont des sortes de circonscriptions administratives, pour faire simple. Donc, dans ces documents, c'est mentionné lorsqu'il y a une vigne qui est possédée par les comtes de Savoie. Ça, c'est une carte qui est tirée des travaux de Christian Guilleret et Anthony Pinto. Chaque petit point, donc, correspond à une mention de vigne. On voit assez bien, est-ce qu'il y a assez de câbles là-dessus? Oui. On voit assez bien ici la Tarentaise, donc avec Moutier, ici. Et donc, il y a, je les ai comptés, il y a 11 mentions de vigne en Tarentaise au XIIIe siècle. Ce qu'on voit, c'est que la vigne, elle couvre déjà à peu près l'étendue, enfin, elle couvre plus ou moins l'essentiel du fond de la vallée. Au XVIIIe, elle ne sera pas implantée différemment que là. On la voit déjà qui remonte presque vers Bourg-Saint-Maurice, Beauzelle, etc. Donc au XIIIe, on a un vignoble, qui, je vais essayer d'utiliser le micro, qui visiblement est déjà très bien implanté. Est-ce qu'on peut remonter un peu plus tôt? Oui, mais difficilement. C'est-à-dire qu'il faut donc faire quelques hypothèses plus ou moins hardies. Donc au 8e siècle, je l'ai noté, Moutier devient un archevêché, vers le 5e, elle devient un évêché. Pourquoi j'ai marqué ça? C'est pas seulement pour vous parler du vin de Metz. Il y a le vin de Metz, bien sûr, mais c'est quand même assez anecdotique en réalité. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que Roger Dion, donc c'est un historien du vin très important, c'est celui qui a écrit une histoire de la vigne et du vin en France. C'est le premier à vraiment avoir publié une somme là-dessus qui était sérieuse. Il a assez bien démontré que quand on a un évêque, on a une viticulture, souvent une viticulture de qualité, mais on a une vraie incitation à faire de la viticulture, tout simplement car au Moyen-Âge, les évêques, ce sont avant tout des seigneurs en fait, c'est des aristocrates, et ça fait vraiment partie du standing, pour le dire ainsi, à l'époque, quand on reçoit d'autres personnages importants, de fournir son propre vin, et si possible que ce vin soit bon. En l'occurrence, donc on va trouver ce phénomène jusque sur les marges vraiment septentrionales de l'Europe, enfin, pas la Scandinavie bien entendu, mais jusqu'au Danemark, mais plutôt Belgique, Picardie, dans ces endroits-là. On a beaucoup d'évêques qui font leur propre vin. En Tarentaise, on est dans un endroit qui se prête quand même assez bien à la viticulture, malgré ce qu'on pourrait croire. On voit assez mal pourquoi il n'y aurait pas déjà eu un peu de vigne. Mais voilà, là c'est vraiment une sorte d'hypothèse, on s'accroche à ce qu'on a et on n'a pas grand-chose. Peut-être un peu avant, on pourrait supposer qu'il y a de la vigne dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi? Car on a déjà de la viticulture sur le territoire des Allobroges, mais aussi dans le Valais et dans le Val d'Aoste. Sur cette base, la Tarentaise qui est sur la route du Petit Saint-Bernard, donc qui n'est pas un territoire excentré à cette époque-là, qui est vraiment sur une des principales routes de l'Italie, on peut imaginer pareil qu'il y a déjà un embryon de vignoble. Mais ça, c'est vraiment des hypothèses, et ça montre essentiellement qu'en fait, on n'en sait rien. Donc, au XIIIe siècle, on a de la vigne déjà bien implantée. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de vigne aujourd'hui en Tarentaise? Alors, c'est un déclin qui n'est pas propre à la vallée, bien sûr. C'est un déclin, en fait, qui est propre à l'entièreté de la Savoie et une bonne partie des vignobles secondaires français. Dès la mi-19e siècle, on a l'arrivée en Europe des maladies cryptogamiques. Les maladies cryptogamiques, j'en ai mis quelques-unes, l'oïdium, le mildiou, le black rot. C'est en fait des champignons microscopiques qu'on a importés d'Amérique en bateau. Et
ça va vraiment impacter la viticulture, car quand ils se fixent sur les feuilles de la vigne, sur la végétation simplement, ils vont causer la perte, ou du moins, ils vont beaucoup abîmer la récolte. Et donc au début, on va avoir un peu de mal avec ça, ça va mettre un premier coup d'arrêt, mais surtout, ce qui va poser problème, c'est la solution, d'une certaine façon. La solution qu'on va trouver, c'est le traitement avec des produits de contact. La fameuse bouillie bordelaise, que vous connaissez peut-être, le soufre, le cuivre. Le principe de ces produits, c'est qu'ils vont venir recouvrir la feuille, c'est minéral en fait, hein, c'est pas particulièrement, c'est pas une action chimique, et empêcher les spores de se fixer. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'il pleut, il faut repasser parce que les produits coulent. Donc ça va demander déjà un surcroît de main-d'œuvre à la vigne. C'est une première chose, ça va également demander un budget, car il faut s'équiper pour traiter et racheter des produits régulièrement. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va faire disparaître le vignoble de Tarentaise, mais ça va être un facteur quand même, une nouvelle contrainte qui n'existait pas jusque-là, car la vigne, anciennement, c'est pas une culture qui demande, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un investissement de temps monstrueux. Et c'était pas non plus une culture particulièrement sensible avant ces maladies. Fin 19e, on a le phylloxéra, ça c'est le gros morceau, entre guillemets. Le phylloxéra, donc ça nous vient aussi d'Amérique, c'est un petit puceron qui gêne pas les vignes américaines qui sont naturellement résistantes, mais qui gêne beaucoup les vignes européennes, puisqu'en fait il les tue, tout simplement. Donc quand le phylloxéra est arrivé en Europe, c'est tout le vignoble qui a disparu. C'est pas seulement la Tarentaise, bien sûr. Avec le Val d'Aoste et quelques poches qui n'ont jamais été contaminées, qui font exception. En dehors de ça, on a dû tout arracher, tout replanter. Donc arracher et replanter, ça suppose aussi de faire des choix. Arracher une vigne, c'est pas un travail complètement anodin, il faut bien sûr enlever tous les cèpes déjà présents, mais aussi défoncer le sol, etc. Donc, encore une fois, une partie du vignoble a disparu à cette époque-là. Donc on a trouvé des solutions, essentiellement en greffant des plants européens sur des plants américains, pour faire rapidement, ou en plantant des hybrides, qui sont des croisements de plants européens et américains, qui résistent à peu près à toutes les maladies, mais qui donnent un vin qui est franchement mauvais. Du moins, à cette époque-là, il était mauvais parce qu'on ne savait pas le vinifier. Aujourd'hui, s'il y en a parmi vous qui connaissent les vins de Noah ou de Clinton, des choses comme ça, bah, il y a des vignerons qui savent en faire quelque chose de bon, aussi incroyable que ça puisse paraître. Bon, à cette époque-là, on ne sait pas le faire. Et en Tarentaise, malheureusement, on a essentiellement replanté en hybride, pour le côté pratique de la chose. Donc par-dessus cette situation, donc, on a un vin maintenant un vignoble qui produit essentiellement du mauvais vin. Ça vient dans un contexte qui est vraiment pas bon pour faire ça, puisqu'on a une concurrence de vins, essentiellement du midi de la France, des vins algériens, qui sont des vins rouges, qui ont une belle couleur, un bon taux d'alcool, pas forcément excellent bien sûr, mais meilleur que les vins d'hybride de Tarentaise, et qui par-dessus le marché coûtent plus grand-chose. Parce qu'à cette époque-là, entre le chemin de fer et la fin des barrières douanières, depuis que la Savoie est française, importer du vin du Sud, ça coûte pas très cher. Donc ça va également jouer. Et bien sûr, le facteur principal va quand même être celui-ci, donc la déprise agricole, l'industrialisation du fond de la vallée. Les populations vont d'abord aller vers des métiers dans l'industrie, puis dans les services et bien sûr le tourisme, etc., en Tarentaise. Et petit à petit abandonner la culture de la vigne, et on n'aura pas d'installation de vignerons de professionnels en Tarentaise. Jamais ça n'a pas été inclus dans les appellations, les indications géographiques protégées, etc. Ce qui fait donc que le vignoble, sans activité commerciale et avec un gros déclin de la viticulture d'autoconsommation, a fini par plus ou moins disparaître, jusqu'à ce qu'on ait donc ce petit regain d'intérêt avec ce vin et des associations, mais qui reste bien sûr assez anecdotique. Si on revient en plein XVIIIe siècle, donc à l'époque où le vignoble est vraiment important, 750 hectares à peu près, je le rappelle. Donc là, vous avez la carte de la Tarentaise, je pense qu'on reconnaît assez bien. Fond de carte que je dois à M. Delrieux, je le mentionne, car c'est son travail. Donc, on peut couper ce vignoble dans plusieurs ensembles, car il est finalement assez hétérogène. Là, vous avez, qui apparaît en violet, le vignoble de Basse-Tarentaise. Donc, c'est la partie entre Albertville et Moutier, essentiellement. La Basse-Tarentaise, c'est une vallée qui est orientée nord-sud, et donc on va essentiellement trouver des petites poches de vignes sur des micro-expositions, là où on peut mettre de la vigne, finalement. C'est une juxtaposition de tout plein de petits vignobles. On ne va pas s'étendre spécialement là-dessus. J'en ai mis une illustration quand même. Il y a assez peu de représentation du vignoble de Tarentaise, vu qu'il a disparu il y a quand même un bon moment. On voit donc au premier rang une vigne. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une vigne, il faut me croire, derrière l'église. Éteindre. Ah oui, bien sûr, en effet, on verrait peut-être un peu mieux. Ah, c'est un peu plus clair, en effet.
Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais mis là, c'est simplement pour illustrer. Ensuite, second ensemble, le bassin d'Aigueblanche. Donc le bassin d'Aigueblanche, vous le voyez juste au-dessus de Moutier, qui est apparu sur la carte. C'est un endroit, la vallée s'élargit d'un seul coup. Et là, donc on a une grosse concentration de vignes, et surtout on a le vignoble le plus réputé de Tarentaise à cette époque-là. Je reviendrai sur ce... pourquoi je dis ça, c'est pas quelque chose que je dis juste comme ça. Donc j'en ai mis également une illustration. Donc là on voit assez bien sur la partie gauche le coteau avec un petit sarteau, une petite cabane de vigne. On voit également que le vignoble commence à se renfricher au début du XXe siècle ici. Il y a déjà des parcelles qui sont plutôt dédiées à... qui semblent être en prairie ou en friche, on ne sait pas trop. Donc là on voit déjà qu'on n'a plus cette espèce de monoculture viticole sur le coteau d'Aigueblanche. On aura ensuite le vignoble de Moutier. Alors le vignoble de Moutier, c'est pas forcément quelque chose qui viendrait spontanément en tête quand on pense à Moutier, qui n'est pas du tout réputé pour son ensoleillement. Et pourtant, on trouve entre Moutier et Haute-Cour, un village qui est au-dessus, un coteau qui est plein sud, qui est en amphithéâtre, protégé des courants d'air froid, argilo-calcaire, en d'autres termes, un terroir plus ou moins idéal pour la viticulture en réalité, très chaud, très sec, parfaitement adapté, qui d'ailleurs va peut-être être remis en culture, mais c'est des projets qui ne sont pas encore aboutis. Et Moutier, par chance, elle est dans le Théâtrum Sabaudier, au XVIIe siècle, et là on voit parfaitement les vignes. Alors, donc on voit l'Isère qui passe comme ça. Hop, je vais m'approcher un peu. La cathédrale ici. Et donc tout ce coteau-là, que le dessinateur a un peu aplati, mais en vérité, il faut me croire c'est un coteau, il est en vigne. On voit assez bien tous les rangs de vignes. On voit également des vignes en face, donc sur la partie droite du dessin, sur la commune de Salins aujourd'hui. Des vignes un peu en plaine, il y en a par-ci par-là. En fait, il faut imaginer Moutier au XVIIe siècle comme étant plus ou moins ceinturé de vignes, ce qui est assez surprenant au vu de ce qu'est Moutier aujourd'hui. Et donc là, on a une image de Moutier. En fait, il faut imaginer l'essentiel de la vallée comme étant assez, plus ou moins tapissé de vignes là où c'est possible. Donc après Moutier, on va avoir ce petit vignoble de la vallée des Bellevilles où on trouve aujourd'hui Val Thorens notamment. Je l'ai mis essentiellement parce qu'il existe, je ne pouvais pas ne pas le mentionner, mais en vérité, j'ai à peu près rien à dire dessus car il n'y a presque aucune source qui en parle. Là, c'est un peu plus intéressant quand même, c'est le vignoble de la vallée de Beauzelle. On a un gros ensemble sur un adret qui est plein sud, c'est vraiment à peu près plein sud. Et là, on a vraiment un adret qui est vraiment très très sec, et ça va permettre à la vigne de monter jusqu'à 1000 mètres d'altitude. 1000 mètres d'altitude, c'est des altitudes records pour la vigne, il faut bien comprendre ça, je vais revenir là-dessus sur comment c'est possible d'avoir ça. J'en profite pour parler un peu d'un village viticole en particulier. Donc là, on le voit en photo sous son nom actuel de Bride-les-Bains. Au XVIIIe siècle, il ne s'appelle pas Bride-les-Bains, la commune, elle s'appelle La Saulce. Ça s'appelle La Saulce, et c'est une commune qui, au XVIe, par exemple, n'a que 2 habitants, dont le curé. Par contre, on y trouve une quantité de vignes absolument monstrueuse. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'on a plusieurs villages en balcon autour de cette vallée de Beauzelle, qui vont être entre 1000 et 1500 mètres. Donc les habitants de ces villages descendent cultiver la vigne dans la vallée, finalement. Par contre, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les Bauges, où on a des Bauges qui vont jusqu'à Apremont faire de la vigne, donc des déplacements de plusieurs jours, là, c'est des déplacements de 2 heures, 3 heures. On n'a pas des grands nomadismes viticoles. Les gens qui viennent des vallées un peu trop excentrées, en Tarentaise en tout cas, ils vont pas faire ça, ils vont pas faire des déplacements de 2 jours pour aller exploiter de la vigne, ou alors c'est très très anecdotique. Donc là, bien sûr, comme je vais commenter un peu ça, donc on voit bien la station de Bride-les-Bains, qui début 20e est très bien développée. Tout ce qu'on voit derrière, sur le coteau, et d'ailleurs le petit hameau au milieu, c'est la Saulce, il me semble, tout ça c'est de la vigne. Il faut imaginer Bride-les-Bains, encore à cette époque-là, dans un paysage de glaciers et de vignobles, qui aujourd'hui a bien entendu complètement disparu. Bon, là au nord de Moutier, il y a 2 petites taches que j'ai fait apparaître. Ça correspond aux vignobles de Saint-Marcel, Notre-Dame-du-Pré et Montgiraud-Centron, qui sont essentiellement réputés pour être très mauvais. C'est écrit dans le cadastre sarde, que ce sont des vignobles qui donnent du petit vin, et ça fait partie des moins chers de la vallée. On ne va pas en reparler particulièrement. Et enfin, l'ensemble le plus impressionnant par sa taille, c'est celui-là, c'est celui de l'Adret d'Em. Donc, l'Adret d'Em, on appelle aussi le versant du soleil aujourd'hui, assez souvent. On a, pareil, un adret qui est très bien exposé, plus sud-est que celui de Beauzelle. Mais en fait, je ne le connais pas si bien, parce que, par un manque de chance, les sources ne parlent pas tant du vin qu'on fait à M. C'est dommage, parce que c'est le plus gros ensemble, mais c'est comme ça. Donc la vigne, elle atteint 900 mètres dans ce vignoble-là, légèrement moins qu'à Beauzelle, mais c'est déjà tout à fait considérable. Et donc elle s'arrête un peu avant Bourg-Saint-Maurice, dans la commune des Chapelles, si jamais vous connaissez, mais c'est une toute petite commune. Bon, voilà.
Donc ce paysage viticole tarin, on peut le synthétiser en 3 grands points. Le premier, c'est l'altitude élevée, jusqu'à 1000 mètres. Comment c'est possible qu'on ait de la vigne jusqu'à 1000 mètres? En Combe de Savoie, au-delà de 600 mètres, c'est déjà très difficile de faire de la viticulture, 700 étant une sorte de limite extrême. On peut tout simplement le faire parce qu'on a un climat qui est plus sec dans ces hautes vallées alpines. C'est un peu contre-intuitif, ils ont véritablement moins de précipitations, plus de jours de beau temps, et ça permet tout simplement de gratter quelques centaines de mètres, comme ça, de monter un peu plus haut. Le deuxième trait caractéristique, c'est la pente. La pente, bon, c'est pas spécifique à la Tarentaise, bien sûr, mais en Tarentaise, on n'a presque pas de vigne qui ne soit pas en pente. La pente, elle va avoir plusieurs impacts. Elle va avoir 2 effets positifs. Il fait un peu de bruit ce micro si je fais comme ça. Bon. Oui, donc elle va avoir 2 effets principaux. Le premier, c'est qu'elle va permettre d'avoir des bonnes expositions. L'exposition, dans le cadre, bon, je ne vais pas expliquer tout le détail derrière, mais ça permet concrètement d'avoir des meilleurs ensoleillements et donc de plus facilement faire de la viticulture. C'est très pratique pour ça. Elle permet également d'avoir un bon drainage des terrains. La vigne, elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Quand on est en pente, l'eau ne stagne pas, la vigne se porte mieux. Donc ça, c'est les 2 avantages qu'a la pente. Encore que le drainage peut tourner au désavantage. Par exemple, les Clarisses d'Aigues Blanches, au milieu du XVIIIe siècle, ont un problème du fait que leurs vignes n'ont pas assez d'eau. Elles sont obligées de les faire irriguer. C'est des techniques, normalement, qu'on réserve plutôt au midi de la France. C'est intéressant de le noter, je pense. Donc voilà, ça c'est un des désavantages de la pente, elle demande beaucoup de travail. Ça c'est le coteau de Sevin, celui qu'on voit depuis l'autoroute, dont je vous parlais tout à l'heure. On voit assez bien toutes ces murettes, dont certaines font plus de 2 mètres de haut, qui servent essentiellement à retenir la terre, pour qu'elle ne tombe pas en bas de la pente, tout simplement. Et ça permet également de casser un peu la pente et d'avoir un degré de pente légèrement moindre. Donc ça, c'est du travail d'amont, on va dire. Et ensuite, ça demande également un travail régulier de remonter la terre qui, entre les murettes, tombe quand même. Et également, au quotidien, un travail qui est plus éreintant, mais auquel les montagnards en Tarentaise, finalement, sont habitués, car toutes leurs cultures sont en pente. Ça va également demander un effort logistique supplémentaire par rapport aux autres régions viticoles. Parce qu'on ne va pas pouvoir vendanger avec un char à bœuf, comme on le fait habituellement, quand on peut. Ça va demander de vendanger avec des ânes, voire à dos d'homme, dans certains cas. En particulier, alors là on est en Basse-Tarentaise, c'est un peu moins vrai, parce que le coteau domine le village. Donc on peut tout à fait descendre le raisin jusqu'à un char à bœuf dans la plaine. Quand on a des villages qui dominent le vignoble, c'est un peu le contraire. Les bœufs ne peuvent pas monter des charges entières de raisin jusqu'au village. Généralement, les chemins ne le permettent pas. Et dans ce cas-là, on est véritablement obligé de tout faire à dos de mule. Donc c'est quand même une contrainte au quotidien pour les vignerons. Et enfin, dernière caractéristique, le morcellement du parcellaire, qui est assez impressionnant, on va voir ça. Vous avez à gauche la Mapsarde de Montmélian-Arbin, commune donc dans la Combe de Savoie, grand vignoble à l'époque. On voit que le parcellaire, finalement, ça ressemble plus ou moins à des grands rectangles. Là, il y a de l'espace, c'est relativement aéré pour les standards de l'époque. Si on regarde à droite, là, vous avez la Côte d'Am en Haute-Tarentaise. Ce qu'on voit, c'est plus ou moins un indescriptible fouillis, en fait. On n'y voit rien, pour être clair. Et ça, je ne sais pas trop dans quelle mesure ça impacte le paysage. C'est un questionnement que j'ai eu, en fait, c'est très compliqué de le dire. Tout dépend de si les frontières, les bordures des parcelles sont matérialisées ou non. Mais je pense que dans une certaine mesure, ça a quand même dû participer à l'aspect du paysage viticole tarin. Et on va revenir sur les raisons de ce morcellement un peu plus tard. La vigne, en Tarentaise, elle prend 2 formes. On la trouve en vigne basse. Donc la vigne basse, c'est la vigne que vous connaissez aujourd'hui. Quand on voit une parcelle de vigne, c'est de la vigne basse. Alors aujourd'hui, on la conduit sur fil de fer en général. À cette époque-là, on n'en a pas, donc on fait des échalas qui sont des tuteurs en bois, ou on met simplement pas d'échalas, et dans ce cas-là, on parle de vigne en foule. On ne va pas s'étendre là-dessus. Ce qui est plus intéressant ici, c'est la vigne haute. La vigne haute, elle ne porte pas si bien son nom, parce qu'en fait, elle se définit par opposition à la vigne basse. C'est cette vigne qu'on va trouver un peu partout. J'ai mis des exemples, treilles, autun, pergola. Mais c'est également les vignes qui vont pousser sur les façades des maisons, sur les murgées entre les champs, dans les haies, enfin un peu partout. On va en trouver au berceau au-dessus des routes parfois, sur des distances assez considérables. En fait, c'est une vigne qui se glisse un peu partout dans le paysage. J'en ai mis des exemples. Ça, c'est ce qu'on appelle un pouillère. C'est une sorte de tunnel de vigne, tout simplement. Là, j'ai un peu triché, il est en Maurienne, celui-là, mais on trouve les mêmes en Tarentaise. Ça, c'est un hautain, plus exactement une crosse. C'est une vigne, en fait, qui grimpe sur un arbre. Donc la différence, c'est que la crosse, l'arbre est mort. Là, l'exemple, c'est une crosse d'Évian, parce qu'on n'a pas d'illustration des hautains tarins à ma connaissance. Et donc cette vigne haute, elle a quand même pas mal d'avantages. Le premier, c'est qu'elle ne demande pas vraiment de surface au sol.
Comme je l'ai dit, on peut la mettre sur une façade, sur une limite de parcelle, donc elle coûte plus ou moins rien sur le plan foncier, entre guillemets. Par exemple, des hautains, des crosses comme ça, dans un champ, vous pouvez en mettre 20, 40, ça ne va pas prendre une grosse surface au sol, ça ne va pas vous gêner dans votre culture, parce qu'à cette époque-là, on ne mécanise pas encore. Et en revanche, vous allez tirer deux productions de votre champ. Une production en blé, une production en vin. Autre avantage non négligeable, c'est qu'elle résiste beaucoup mieux au gel. Pourquoi? Tout simplement car elle est légèrement plus haute, la végétation est un peu plus haute, le gel étant plus fort quand on est plus près du sol, mathématiquement, résiste un peu mieux au gel. C'est encore plus vrai dans le cas des vignes qui sont sur les façades des maisons, car la pierre accumulant de la chaleur au cours de la journée, elle la restitue à la vigne, et on évite un peu le gel comme ça. Ça va permettre à la vigne de monter jusqu'à 1500 mètres quand elle est en vigne haute en Tarentaise. Le chiffre de 1000 mètres, il était vrai pour la vigne basse. La vigne haute, elle peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à des altitudes assez impressionnantes, et même à 1500, on vinifie encore le raisin, c'est pas du raisin de table ou décoratif. Dernier avantage, elle est très productive cette vigne haute. Elle est taillée très long, ce qui fait qu'elle porte énormément de raisin, mais ça a également il y a un contre-coup à ça, c'est que le raisin mûrit rarement. Donc le vin est concrètement sans doute assez mauvais. Donc voilà, il faut parler de cette vigne haute tout simplement parce qu'elle est presque invisible dans les sources. Elle est vraiment très très dure à repérer, et pourtant elle est présente visiblement plus ou moins partout. J'ai un cadastre sarde qui doit être celui de ce vin, si je ne me trompe pas, où justement ils ont commencé à noter grange étreille, maison étreille, champ étreille, etc., etc. On trouve étreille derrière presque chaque parcelle. Et ils ont fini par rayer le mot treille partout. Alors, il faudrait qu'il y ait Sébastien Savoie, qui connaît très bien le cadastre sarde, je ne lui ai pas demandé malheureusement pour nous expliquer ça, mais visiblement ils ont renoncé à imposer le produit de ces treilles. Mais ça a dû quand même leur traverser la tête, du moins ils ont jugé nécessaire de le signaler dans un premier temps, car c'est vraiment une production qui est importante, mais qu'on ne peut pas estimer en tant qu'historien, car ça laisse presque jamais de traces écrites. Donc on a assez parlé du vignoble, on va parler du vin plutôt. Le vin, c'est un exercice assez intéressant d'essayer de reconstruire à quoi ressemblait un vin il y a 300 ans. Parce que forcément, ils ne sont plus là pour être goûtés, ces vins de Tarentaise. D'autant plus qu'avec le phylloxéra, les cépages qui les donnaient ont également disparu pour une bonne partie. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Première source, c'est les inventaires après décès. Les inventaires après décès, en fait, c'est le document sur lequel j'ai basé mon étude dans un premier temps. J'en ai passé 150 en série, alors je vais expliquer ce qu'est un inventaire après décès peut-être. C'est un document notarié qu'on réalise quand quelqu'un meurt et qu'il y a un litige de succession quelconque. On va mettre des scellés sur la maison du défunt, un notaire vient, prend en note tout ce qu'il trouve. Normalement, c'est un document qui a une limite importante, qui est, comment dire, que, en fait, c'est quelque chose qu'on fait surtout dans les milieux aisés, la plupart du temps. Et pour une raison que j'arrive pas à m'expliquer, en Tarentaise, ils le font, parfois l'acte excède le prix de la succession, excède la valeur de la succession. On le fait sur des successions qui, a priori, ont pour nous aucun intérêt. Parfois, ça va être une table et un tonneau percé, et c'est tout. Donc, il y a un tropisme local où on fait des inventaires après décès pour des successions qui, a priori, n'en valent pas le coup. Ça, je ne peux pas l'expliquer, c'est pas ce que j'ai étudié, mais ça mérite d'être signalé, et pour moi, c'est assez pratique, parce que ça me permet de rentrer dans ces intérieurs paysans. Et donc, les notaires, quand ils ont bien travaillé, en plus de noter les objets, ils notent les denrées. Donc, s'ils notent les denrées, ils notent le vin. Et ils ne se contentent pas de dire qu'il y a du vin. Alors, parfois, si, ils sont contents. Mais souvent, ils rentrent un peu dans le détail parce que leur but, c'est d'estimer la valeur du vin. Et donc, tous les vins n'ayant pas la même valeur, ils nous donnent des indications. Ils vont nous indiquer la couleur du vin dans un premier temps. La provenance du vin. Ça, c'est plus rare, mais on l'a parfois. L'âge du vin. Il est rarement très vieux, j'en ai pas trouvé qui ait plus de 2 ans. On va avoir le goût du vin, parfois. Le goût, c'est-à-dire, c'est pas les parfums. C'est un bon goût, un mauvais goût, un goût de tonneau, un goût de vieux, c'est écrit, des choses comme ça, parfois. Et nous le précise, c'est assez intéressant, ça permet quand même de se représenter un peu les vins qu'ils pouvaient y trouver. Et donc, bien sûr, on a la valeur de chaque vin qu'ils trouvent, donc c'est-à-dire à combien eux l'estiment. Ça, c'est une première source. Mais ça manque un peu de chair. Avec ça, on ne peut pas tout à fait se représenter à quoi ressemblaient ces vins. Donc, par chance, on a une enquête qui a été réalisée en 1804 à l'initiative de Chaptal, qui était un ministre napoléonien, et qui souhaitait réunir dans une pépinière tous les cépages de France, la Savoie étant donc française pendant la Révolution. Donc il a envoyé cette enquête au préfet du département du Mont-Blanc, qu'il a lui-même relayé au sous-préfet de Moutier, qu'il a lui-même relayé aux maires de certaines communes en Tarentaise. Et donc ces maires ont relevé tous les cépages qu'il y avait dans leur canton, parce qu'il en a pris un par canton et non pas par commune, et également donc les vins qu'on en tirait, les méthodes de culture, avec plus ou moins de zèle, et il y en a 2 qui ont particulièrement bien travaillé,
qui sont ceux du canton de Moutier et Aigues-Blanches et du canton de Moselle. Donc eux, c'est pareil, ils nous décrivent le vin beaucoup plus précisément que dans les inventaires après décès. Je vais revenir dessus. Ça permet d'ajouter un peu de chair, de mettre un peu une idée du goût que pouvaient avoir ces vins. Et enfin, j'ai un peu triché, je suis allé en plein 19e siècle jusqu'en 1880, notamment avec Pierre Tauchon, qui était un agronome. Pourquoi est-ce que je me suis permis de faire ça? Parce que Pierre Tauchon, les vins qu'il goûte en 1880, c'est des vins d'avant le phylloxéra. C'est les cépages qui aujourd'hui ont disparu. Et il décrit les façons de vinifier, etc. Il ne parle pas de nouveautés. Donc sans doute que les vins ont légèrement évolué quand même entre le 18e et la fin du 19e. Mais c'est ce qu'on a de plus proche d'une fiche de dégustation d'un vin de Tarentaise d'avant le phylloxéra. D'autant plus qu'il a un vocabulaire œnologique qui est beaucoup plus proche du nôtre que les autres sources. Je reviendrai là-dessus, il donne des arômes, il donne des couleurs, on peut assez bien se représenter les vins. Oui, enfin j'ai mis des sources anecdotiques. C'est par exemple dans un procès, dans des choses comme ça, ils vont parler d'un vin, mais je l'ai mis dans le diaporama, je n'aurais pas dû parce que je ne vais pas en reparler. Donc, on va trouver plusieurs types de vins en Tarentaise. Contrairement à ce qu'on peut lire assez régulièrement sur les vins à l'époque moderne, on ne fait pas juste une seule cuvée en mélangeant tous les raisins sans faire attention à ce qu'on a. On fait en fait beaucoup mieux que ça. Le vin qu'on va trouver le plus, c'est le vin rouge. Ça peut paraître évident, ça l'est pas tant que ça, parce qu'à l'époque moderne, c'est encore le vin clairet qui domine en France. Le vin clairet, c'est une sorte de rosé un peu foncé qui a été le vin qui dominait en France pendant l'essentiel du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Mais en Tarentaise, c'est donc du vin rouge. Et j'ai précisé de goutte et de presse. Le vin de goutte et de presse, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, sauf qu'on les assemble, donc on n'en parle pas forcément. Si j'ai précisé, c'est parce qu'ils les séparent dans certains cas. Le vin de goutte, pour faire simple, c'est quand vous allez... Pour faire du vin rouge, vous prenez du raisin rouge, vous le foulez, vous le mettez dans une cuve pour que ça fermente, que ça macère, afin d'en tirer la couleur. Quand vous soutirez ce vin, dans un fût, vous avez votre vin de goutte. Et vous allez avoir tout un dépôt solide qui contient encore beaucoup de jus. Ça, vous allez le porter au pressoir, vous le pressez, c'est votre vin de presse. Pourquoi est-ce qu'on les sépare? En fait, c'est deux produits qui sont assez différents. Le vin de goutte, il est plus doux, il est un peu plus fruité, dans l'idée. Le vin de presse, c'est plus végétal, c'est plus dur à boire. Mais ça se garde également mieux. Alors, c'est pas tout le temps séparé, mais quand il les sépare, c'est précisé, c'est parfois vendu séparément, consommé séparément, et le vin de goutte est un peu plus estimé que le vin de presse. On va trouver de la piquette. Donc la piquette, c'est quand on va rejeter de l'eau sur ce dépôt solide qui reste après le pressoir. Laisser fermenter ça, ça va monter à 2-3 degrés, pas beaucoup plus. C'est pas à proprement parler un vin, mais bon, c'est une boisson qu'on fait quand même. J'en ai trouvé dans un inventaire après décès. Je pense que c'est simplement parce qu'on n'inventoriait pas ça, ça a vraiment aucune valeur marchande en général. Plus intéressant, le vin noir. Ça, on est un peu moins familier avec. Le vin noir, c'est du vin rouge. C'est fait comme du vin rouge, mais au lieu de le faire fermenter, macérer 2-3 jours à quelques semaines, il va plutôt macérer 2 mois, jusqu'à Noël, typiquement. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça nous fait un vin, comme son nom l'indique, qui est très très foncé, mais qui est également sans doute très désagréable, très végétal, puisqu'il reste en contact avec la grappe, les peaux, les pépins. Donc on ne fait pas ça juste pour avoir ce goût-là. On le fait parce qu'à cette époque, il faut bien comprendre que le vin, c'est un aliment, mais ce n'est pas seulement un aliment, c'est aussi un stimulant, et c'est même le seul stimulant qu'on a. Et aujourd'hui, donc le stimulant par excellence, c'est un parallèle que j'aime bien faire, ce serait le café. Si un jour vous êtes mal réveillé, vous voulez vous réveiller assez vite, vous allez vous faire un café très noir, très serré. En vérité, il n'est pas plus efficace qu'un café à l'américaine. Mais c'est psychologique, il est noir, il est très serré, il va être plus efficace. Le vin noir, c'est un peu la même idée, mais on ne le boit pas comme ça pour autant. En fait, c'est avant tout un vin de coupage. C'est-à-dire que c'est un vin qu'on va venir ajouter à un vin rouge un peu faiblard en couleur, voire à un vin blanc pour en faire un vin rouge. Nous, ça nous choque un peu ce genre de pratique-là, de recoupage. À cette époque-là, c'est tout à fait normal et accepté. C'est quelque chose d'assez normal de mélanger des vins pour obtenir un vin qu'on estime correspondre à ce qu'on recherche. Donc on fait ça. Dernier type de vin, le vin blanc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que derrière le terme de vin blanc, c'est pas forcément ce qu'on imagine qui se cache. J'ai trouvé dans un inventaire après décès, un peu par chance, un vigneron de Lapeyrière, donc Lapeyrière c'est Courchevel aujourd'hui, qui est mort pendant ses vendanges. Alors c'est pas très bien pour lui, mais pour moi c'est très bien, parce que le notaire rentre chez lui donc, et note qu'on trouve une cuve remplie de vin blanc en train de fermenter sur ses pots. Ce qui est normalement une technique de vinification réservée au vin rouge. Ça donne ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est à la mode depuis une dizaine d'années, un peu moins, des vins oranges. Le vin orange donc c'est un vin blanc qu'on a fait comme un vin rouge. Alors, est-ce que ce vigneron de Lapeyrière, il sait vraiment qu'il fait du vin orange? Je ne suis pas certain. Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'habitude de vinifier du rouge, qui fait ça par erreur, entre guillemets. Peut-être que c'est vraiment une habitude qui était prise et qui faisait réellement ça.
Mais en fait, on n'a aucune autre source là-dessus, et à ma connaissance, on n'a même pas d'autres sources sur du vin orange en France, dans l'histoire du vin. Du moins, j'en ai jamais croisé, j'en ai jamais entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est vraiment une pratique répandue? C'est dur à dire. Mais voilà, tout ça pour dire que derrière le terme de vin blanc ne se cache pas forcément ce qu'on imagine. On va parler rapidement des cépages. Donc là, je vous ai mis les principaux cépages. Donc il y en a quoi, une dizaine, et on pourrait faire une liste 3 fois plus longue en se basant seulement sur l'enquête de 1804. Donc je ne les ai pas tous mis parce que forcément ça ne sert à rien, d'autant plus que la plupart d'entre eux ont disparu avec le phylloxéra. Sur toute cette liste, il y en a 3 qui sont encore connus aujourd'hui. L'Ivernais ou hibou noir, on en replante un tout petit peu en Savoie, ça commence, et il y en a en Italie sous le nom de Havana, mais c'est pas une grosse production. Le plan noir, donc la douce noire, ou le corbeau, que vous connaissez peut-être, qu'on cultive également en Savoie. Et enfin le muscat blanc, sous réserve que ce soit vraiment du muscat blanc, parce que parfois il y a pas mal de synonymes, de confusions, etc. Ces synonymes, ces confusions, c'est peut-être ce qui explique qu'on ait une telle diversité de cépages selon l'enquête de 1804, mais c'est pas seulement ça, parce que Pierre Tauchon, qui est quand même un empélographe, donc l'agronome du 19e dont je parlais tout à l'heure, un empélographe expérimenté, repère déjà, lui, plusieurs cépages qu'on trouve nulle part ailleurs, et qui malheureusement ont disparu maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a des cépages endémiques comme ça en Tarentaise? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait cette variété de cépages qu'on trouve nulle part ailleurs en Savoie? Malheureusement, on ne sait pas. Alors on peut dire que c'est des échanges avec l'autre côté des Alpes, donc il y a le fait de dire que c'est sans doute des confusions, mais en vrai, on ne le sait pas, et donc je ne peux pas vous le dire, tout simplement. Ces cépages, ils ne sont pas uniformément répandus dans la vallée. Ce que j'ai fait là, c'est une petite carte des cépages, donc répartie en zones, c'est les cantons, ça correspond à l'enquête de 1804, chacune de ces zones correspond aux zones qui ont donné une réponse. L'ovale violet et l'ovale orange, c'est la basse tarentaise, et on y fait essentiellement de la mondeuse, du vin rouge de mondeuse. Donc on est dans la droite ligne de la tradition viticole de la Combe de Savoie, en vérité de presque l'entièreté de la Savoie à cette époque-là. Mais dès qu'on passe l'étroit, le verrou de Notre-Dame de Briançon, on a quelque chose de très différent. Là, la mondeuse disparaît, on ne la trouve plus du tout. Dans aucune source, il n'y a plus de mondeuse. Et là, on trouve presque que ces cépages quasi uniquement tarins. Ça, c'est pareil, je n'ai pas réussi à l'expliquer. Mais visiblement, on a quelque chose ici, une sorte de frontière d'encépagement qui est compliqué à expliquer. Peut-être parce que la tradition viticole de la partie haute de la Tarentaise est plus proche des autres vallées alpines que de la Combe de Savoie, mais c'est vraiment très compliqué d'affirmer quelque chose. Donc vous le voyez, on retrouve un peu les noms des cépages qui étaient sur la diapositive précédente, la gouche noire, le canette, l'ivernais, etc. Je ne vais pas vous les faire zone par zone, ça n'avancerait pas beaucoup. Je vais plutôt rentrer dans le détail sur une zone en particulier qui est Aigues Blanches, donc l'ovale vert. Donc on voit qu'il y a 3 cépages qui dominent l'encépagement de la région. Il y en a quelques autres que je n'ai pas notés, mais c'est ces 3-là qui font le fond de l'encépagement. Le canette, l'ivernais, la gouche noire. Et on nous explique assez bien pourquoi c'est ces 3 cépages qui font le fond de l'encépagement. L'Ocanette, ça donne un vin, donc ça on le sait par l'enquête de 1804, un vin assez doux avec une belle couleur qui se conserve très mal. L'Ivernais, ça donne un vin alcooleux, parfumé, mais qui manque de couleur. Et vous allez avoir la gouche noire, très rustique, vigoureuse et productive, mais qui donne un vin qui est décrit comme étant dur et qui se conserve bien. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On assemble ces 3 raisins, on les vinifie ensemble pour faire une seule cuvée. Et donc là, le répondant à l'enquête nous dit, il exagère peut-être un peu, qu'après 4 à 5 ans de vieillissement, ce qui déjà est notable en soi, parce qu'à cette époque-là, un vin, ça ne vieillit que très rarement 4 à 5 ans, c'est réservé aux grands crus, il aurait le refrain du vin de Bourgogne. Ça, c'est ses mots. Alors peut-être qu'il défend un peu sa paroisse, hein, on ne peut pas nier ça. Mais reste que visiblement, ici, on n'a pas des paysans qui assemblent n'importe quoi dans le but de faire un vin quelconque. Il y a quelque chose de plus. Alors, est-ce qu'on peut imputer ça à la présence des élites ecclésiastiques à Moutier, qui peut-être auraient incité à avoir une viticulture un peu plus qualitative? C'est dur à dire. C'est très difficile à dire. Mais, en tout cas, c'est pas du hasard. C'est pas le répondant qui a trouvé ça et qui s'est dit « Ah tiens, ces 3-là, ils s'assemblent bien ». C'est pas un hasard. C'est vraiment quelque chose qui est recherché, car ça se retrouve dans les techniques viticoles. Je m'explique. On a des détails sur comment ils taillent ces cépages. Car ces 3 cépages-là, ils ne viennent pas en même temps. Ils n'ont pas la même époque de maturité. Et pourtant, on les récolte en même temps. Donc pour ne pas récolter plusieurs fois, ce qu'on fait, c'est que le cépage le plus précoce, l'Ivernais, on va le tailler très long, afin de retarder la maturité du raisin. Inversement, la gouche noire, qui est le plus tardif, on va le tailler très court, dans le but d'accélérer la maturité du raisin. Donc on a quand même là quelque chose qui montre qu'on essaye de faire un vin à peu près qualitatif. Pas un grand vin, pas un grand cru, pas un vin raffiné,
mais un vin qui soit plus ou moins bon et qui se garde bien. Et c'est déjà pas trop mal pour un vin du XVIIIe siècle en réalité. Ça laisse penser ça montre tout simplement qu'il y a une tradition viticole qui est bien établie, qui est déjà assez raffinée, qui est déjà recherchée. Dans la vallée de Moselle, on va trouver quelque chose qui ressemble un peu, mais en moins recherché peut-être. Simplement, on va assembler l'Ocanette, donc ce vin doux qui se conserve mal, qui a une belle couleur, avec la Rogine. La Rogine, on dit simplement qu'elle donne un vin acerbe. C'est pas terrible, mais les deux combinés, visiblement, ça donne quelque chose de correct qui se conserve 2 ans. Donc on essaye quand même de faire du vin correct, en parenthèse. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi des gens qui cultivent de la gouche noire, par exemple au-dessus de Moselle, de Montagny, on fait de la gouche noire quasi en monoculture, parce que c'est extrêmement productif, mais le vin est mauvais. Donc ça existe, il y a ça aussi qui existe. On a ces deux types de viticulture qui visiblement coexistent. Dans quelle mesure, ça malheureusement, c'est à peu près impossible à déterminer, parce qu'on n'a tout simplement pas de source là-dessus. Et donc, on a parlé du vin, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce qu'on a un vignoble en Tarentaise? Qui boit le vin qu'on produit en Tarentaise? C'est un vignoble qui est déjà assez considérable. D'autant plus que si on y ajoute la vigne haute, c'est même un très gros vignoble, par rapport à la population de la vallée. En histoire du vin, on considère généralement, là ce que Marcel Lachivert nous dit très bien, d'ailleurs je vais le lire tout simplement, le peuple des campagnes, même la classe aisée des laboureurs, des possesseurs d'attelage, ne boit pas ou guère de vin, même dans les pays de production. Alors ça c'est un peu contre-intuitif a priori, ça étonne souvent. Alors après 1850, ça arrête un peu d'être vrai tout ça. Et donc souvent, on a dans la mémoire collective est restée l'image du paysan qui boit son litre ou ses 2 litres de rouge par jour. À l'époque moderne, c'est pas du tout ça. On est vraiment très très loin. Ce que dit Marcel Lachivert, c'est assez bien attesté. On a des paysans qui globalement sont plus ou moins abstinents, sauf aux occasions. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que ces paysans, ils ont des charges qu'ils doivent payer de plus en plus en argent plutôt qu'en nature, au fur et à mesure du temps. Et donc, ils vont payer des impôts, quelques impôts par-ci par-là, ils peuvent avoir des redevances seigneuriales, ça qui varie forcément beaucoup, mais aussi, ils sont presque jamais propriétaires de leurs terres. Très peu. Les petits paysans, pour les gros c'est un peu différent, et encore que les gros paysans souvent ne sont pas forcément propriétaires non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont souvent dépendre, pour au moins une partie de leur culture, d'un contrat de fermage ou de métayage. Donc le fermage étant un loyer fixe, le métayage un loyer qui varie en fonction de la récolte. Comme je le dis, il va être de plus en plus exigé en argent, ce loyer. Il va être de plus en plus être exigé en argent. Et la meilleure source d'argent dans une ferme, il se trouve que quand on en a, c'est le vin. La vigne, c'est la culture qui a la plus forte valeur ajoutée. Elle n'est pas alimentaire, elle n'est pas essentielle à proprement parler comme celle du blé, mais par contre, c'est très facile de vendre du vin à un bon prix. Et donc, ce qu'ont assez bien démontré ces historiens, c'est que ce vin, on le vend pour pouvoir payer ses fermages, ses impôts, etc. Donc alors, qui le boit? Eh ben, c'est les citadins, tout simplement. Et les élites également, mais les élites ne sont pas une grosse partie de la population. Donc c'est essentiellement des citadins. Pourquoi? Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs hypothèses. La principale, c'est tout simplement qu'il va y avoir il va y en avoir qui vont toucher une sorte de salaire, d'autres qui vont être à leur compte, mais ces gens-là ont un revenu en argent régulier. Ils n'ont pas une production en nature, ils ont un revenu en argent. Donc ils peuvent choisir la composition de leur alimentation un peu au jour le jour, en fonction de leurs moyens. Et en ville, beaucoup de gens se permettent donc de manger de la viande, du vin, plus régulièrement que ce qu'on a à la campagne, voire quotidiennement. D'autant plus que l'approvisionnement en eau dans les villes n'est pas toujours garanti, et le vin peut fournir une vraie alternative. Alors qu'à la campagne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils boivent de l'eau, parce qu'on m'a déjà fait la remarque qu'ils ne buvaient pas d'eau, mais ils boivent de l'eau. Beaucoup. Donc, armé de ça, qui est quand même tiré et validé par plusieurs grands historiens du vin, donc je ne suis pas parti en remettant ça en question, j'ai essayé d'appliquer ce modèle à la Tarentaise. Il se trouve que ça marche assez mal. Pourquoi? Déjà, on n'a pas de centre urbain important. Moutier, c'est 1500 habitants, la moitié sont paysans à peu près, et très très peu d'élites. C'est pas un gros centre urbain, ça justifie pas un vignoble aussi important. Les autres centres qu'on peut même pas qualifier d'urbains, comme Moselle ou Aisne, c'est vraiment du gros bourg, voire du village étendu. On peut pas parler de centre urbain, ça justifie pas la présence d'un tel vignoble. Donc il faut aller chercher ailleurs. Il y a Olivier de Serres, qui est un agronome du XVIIe siècle, dans son Théâtre d'agriculture publié en 1600, si je ne me trompe pas. Donc Olivier de Serres va nous expliquer que les montagnes sont un débouché tout trouvé pour les vignobles, et qu'on va trouver des vignobles sur les pentes des montagnes froides et dépourvues de vignes, selon ces termes, car ça va être facile d'y écouler le vin. Oui, mais Olivier de Serres, il parle du Massif central quand il dit ça. Le Massif central, c'est vrai. Vous avez une vigne sur le bord du Massif central, pour faire grosso modo, vous avez peut-être 200-300 km de pays derrière où il n'y a pas un seul cep. Donc,
dans cette étendue de terre, vous allez avoir des agglomérations, vous allez quand même avoir une demande en vin. Donc dans ce cas-là, c'est tout à fait vrai. En Tarentaise, on n'a absolument pas ça. Les endroits qui sont dépourvus de cèpes, ils ne sont pas si nombreux, c'est les très hautes vallées, et on n'a pas d'agglomération importante, on n'a rien, on n'a que des paysans. Et on a essentiellement des paysans dans ces très hautes vallées. Donc si vous avez suivi les paysans, ils ne boivent pas de vin, donc ça ne peut pas être un débouché. Donc c'est pas ça. Il faut continuer un peu, donc j'ai commencé à réfléchir au fait que ça serait peut-être dû au passage des voyageurs, c'est quand même une des routes de l'Italie, par le Petit Saint-Bernard. Mais à l'époque moderne, le Petit Saint-Bernard, il est vraiment délaissé au profit du Mont-Cenis, en Maurienne, et c'est pas une hypothèse sérieuse, j'ai trouvé aucune trace de ça, il n'y a pas de proto-hôtellerie développée, il n'y a pas grand-chose qui attesterait de ça. Donc ça ne suffit pas à expliquer un tel vignoble. Et donc, dernière possibilité, je me suis dit peut-être que la vallée exporte son vin, tout simplement. Elle pourrait le faire, ça ferait une source d'argent, exporter le vin en Savoie, quelque chose comme ça. Eh ben non, c'est le contraire, elle importe du vin de la Combe de Savoie. Donc là, on a quelque chose qui ne marche pas. J'ai une vallée remplie de paysans et ils importent du vin qui coûte plus cher que le leur en plus. Bon, il y a quelque chose qui, visiblement, ça colle pas, ça marche pas. Donc il fallait retourner à ce qui finalement pourrait paraître évident de prime abord, les paysans boivent sans doute leur propre vin. Mais encore faut-il le prouver. Et ça, c'est forcément très très compliqué de traquer une autoconsommation dans les sources. J'ai quand même essayé. Et j'ai trouvé notamment à Bellecombe, dans la commune de Bellecombe, dans la série C, on a une petite feuille volante, un papier non signé, qui nous indique que les habitants consomment plus de vin qu'ils n'en produisent. Donc déjà, ça m'indique que, effectivement, j'ai des paysans qui boivent du vin, mais qui en boivent plus qu'ils n'en produisent, qu'ils en achètent, ça c'est quand même un peu bizarre. Bon, en faisant le calcul, en comparant leur consommation à leur population, j'arrive à ce chiffre-là. On consomme 115 litres de vin par habitant et par an à Bellecombe en Tarentaise. C'est beaucoup. C'est 30 centilitres par jour. On est très loin d'une abstinence totale ici. C'est un chiffre qui inclut femmes, enfants, etc. bien sûr. Hein. Bon, mais seulement ça, c'est un peu léger comme preuve. Une feuille volante, non signée, il aurait très bien pu ajouter un zéro sans faire exprès pour autant que je sache. Ça suffit pas, c'est un peu léger comme preuve. Donc je suis allé dans les sources révolutionnaires, parce qu'heureusement, ils ont fait beaucoup d'enquêtes et d'impôts très pratiques pour moi. Notamment, je ferai après, notamment ce qu'on appelle des octrois communaux. L'octroi communal, c'est un impôt un peu exceptionnel qui a été mis en place pour les communes rurales en déficit. C'est un impôt qui a la particularité d'être un impôt à la consommation, et non pas à l'import-export, enfin à la sortie-entrée des denrées de la ville. Donc, les chefs de famille vont déclarer leur consommation de certaines denrées, et sont imposés sur cette base. En Tarentaise, on a 6 communes qui ont choisi d'imposer le vin, car elles avaient le choix entre plusieurs denrées. Ça, déjà, en soi, c'est assez révélateur, car c'est que des communes très rurales. Choisir d'imposer le vin, ça veut dire que c'était là que l'argent était à faire. Et par-dessus le marché, non pas par-dessus le marché, tout simplement, comme c'est à la surdéclaration, on peut supposer qu'il y a une part de fraude. Forcément, c'est des choses qui sont assez compliquées à tracer, d'autant plus que le vin n'est pas forcément consommé qu'au domicile. Il peut être consommé dans des débits de boissons et dans d'autres endroits comme ça. Donc bon, surdéclaration des chefs de famille, si on fait nos calculs, on arrive quand même à ce chiffre-là. 43,2 litres par habitant par an. C'est moins, c'est pas rien non plus, et comme je l'ai dit, il y a une part de vin là-dedans qui n'a pas été prise en compte sans doute. Donc on n'a pas d'abstinence visiblement dans ces communes-là, pareil, les paysans boivent du vin. Mais pour autant que je sache, on ne sait pas vraiment d'où il vient ce vin ici. Et donc, heureusement, en continuant un peu avec ce même document, et en le comparant à une estimation de la production que j'ai fait sur la surface en vigne basse dans chacune de ces communes, on arrive à ça. À Montagny, donc au-dessus de Bozelle, on produit 240 hectolitres de vin à peu près vigne basse seulement, on en consomme 230 hectolitres. À Esserblay, en Basse-Tarentaise, on produit environ 400 hectolitres, et on consomme 374 hectolitres. C'est quand même une corrélation un peu grosse, ça ressemble fortement à de l'autoconsommation. Donc à partir de là, je ne vais pas vous mettre tous les chiffres, mais je suis parti du principe qu'on avait visiblement des paysans qui buvaient leur propre vin, ce qui peut paraître évident, qui n'est pas du tout au regard de l'historiographie. Mais alors comment on explique ça? Est-ce que c'est tous les grands historiens du vin qui se sont misérablement ratés? Non, pas du tout. Ce qu'ils ont fait, c'est très bien démontré dans leur région, c'est très bien fait, ça peut se discuter toujours, mais c'est très solide. Donc il faut plutôt chercher une originalité en Tarentaise. Où est-ce qu'on peut la trouver? Alors j'ai pas trouvé ça tout de suite, mais en fait il faut passer par une analyse de la propriété foncière viticole. Là vous avez deux graphiques qui représentent des communes représentatives de la Combe de Savoie. Vous avez sur la gauche Saint-Pierre d'Albigny, sur la droite Montmélian-Arbin.
Donc on voit qu'il y a entre 40 et 60% de propriétés nobiliaires dans ces deux communes, un peu moins de 15% d'ecclésiastiques à chaque fois, et le reste c'est des roturiers, mais derrière roturiers, par exemple à Montmélian-Arbin, on n'a à peu près pas un seul paysan. C'est uniquement la haute bourgeoisie chambérienne qui a des vignes là-bas. Quelques bourgeois de Montmélian aussi. Saint-Pierre d'Albigny, on va moins avoir la haute bourgeoisie chambérienne, il y en a quand même, mais il va y avoir aussi des bourgeois locaux et quelques gros paysans, là on en trouve. Et il y a quand même ici une propriété paysanne qui commence à exister à Saint-Pierre d'Albigny, mais elle est modeste. Maintenant, si on passe en Tarentaise, on a ça. Deux communes, Salins, Notre-Dame-du-Pré. Salins, on voit l'influence, la proximité de Moutier, parce qu'on a 15% de propriété ecclésiastique. Moutier, c'est un gros centre ecclésiastique à cette époque-là, un archevêché, je le rappelle. 3% de propriété nobiliaire, donc rien à voir avec les 60 de Montmélian. En Tarentaise, on a des nobles, on en a très très peu, et ils sont rarement riches. Ils sont même en général pauvres, franchement. Et donc 82% de roturiers. Quelques bourgeois de Moutier là-dedans, mais on l'a vu, Moutier, c'est pas non plus farci de bourgeois. Notre-Dame-du-Pré, là c'est une commune vraiment rurale. On a 0,5% de biens ecclésiastiques, les vignes de la cure et d'une chapelle, je crois. Tout le reste, c'est des paysans. À Notre-Dame-du-Pré, on n'a pas de bourgeois, on n'a vraiment rien de similaire. C'est de la propriété paysanne, l'essentiel de ces 99,5%. Ça, c'est un premier élément. Si on continue un peu, on va comparer deux communes. Montvalaisan-sur-Bélantre, en Haute-Tarentaise, et Bassin, donc à côté de Chambéry, qui à cette époque-là est une commune viticole, en grande partie. Donc, je l'ai marqué, en terre cultivable, toute terre cultivable confondue, on va trouver à peu près 2,2 hectares par propriétaire à Bassin, 0,22 à Montvalaisan-sur-Bélantre, soit 10 fois moins. Ça, déjà, c'est quelque chose à noter. On va filer un peu ça. Si on se concentre sur les vignes, à Bassin, on a une cinquantaine d'hectares de vignes, une cinquantaine de propriétaires, ça nous fait 1 hectare par propriétaire, grosso modo. À Montvalaisan-sur-Bélantre, on a un peu moins de 25 hectares partagés entre 382 propriétaires. Alors comment on explique ça? Donc je l'ai mis 0,06 hectares, c'est 600 mètres carrés à peu près, par propriétaire. Comment on explique ça? Parfois, on va dire que c'est parce qu'il y a trop de monde dans les vallées par rapport aux terres, etc. Ça fait une pression sur le sol, c'est quelque chose qu'on peut lire. Oui, mais c'est pas du tout dans ces ordres de grandeur. C'est même très loin de ça. Là, ce qui est important à noter, c'est que Bassin et Montvalaisan-sur-Bélantre, c'est le même nombre d'habitants, à 10 ou 20 habitants près. Donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. La différence, elle est dans l'accès à la propriété. Sur les deux communes, il y a des forains. Bassin, c'est beaucoup des bourgeois chambériens, des choses comme ça. Montvalaisan, c'est des gens du versant d'en face. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Et donc, vous le voyez, pour 400 habitants, 382 propriétaires, même si on prend les gens du versant d'en face, on peut assez facilement imaginer qu'ici, on a au moins une vigne par foyer, sans trop de problèmes. Et donc, à mon avis, l'explication, elle réside effectivement là-dedans. En partie, au moins. Dans un meilleur accès à la propriété viticole, car on a beaucoup moins ce phénomène de concentration des terres dans les mains des élites, qu'elles soient nobiliaires, ecclésiastiques ou financières. Et donc, ce qui va avec ça, c'est qu'on a beaucoup moins de fermiers et de métayers. Alors je l'ai mis comme ça, je l'ai vérifié ça. J'ai essayé d'estimer le nombre de contrats de fermage et de métayage avec le tabellion. Donc c'est des bails de 9 ans en Tarentaise, donc j'ai pris 9 ans, j'ai compté tous les contrats. Sur toute la vallée, on a environ, j'estime, 150 contrats de métayage et j'ai fait une moyenne haute. Et de fermage. 150, c'est rien, c'est pas la moitié des exploitants d'un village. C'est rien. Donc, on ne peut pas négliger qu'il peut y avoir des contrats oraux aussi qui nous ont peut-être échappé. Mais, globalement, on a visiblement une société plutôt de petits paysans propriétaires qui semblent exploiter, pour la plupart, leurs propres terres. Et donc, ils ont quand même quelque chose à payer. Ils vont payer des impôts, ils vont payer quelques redevances seigneuriales, encore qu'en Tarentaise, elles ne sont pas monstrueuses, mais surtout, ils ne vont pas payer 50% de leur récolte à un propriétaire. Et pour couvrir ces impôts, ces redevances, en Tarentaise, c'est la vente des produits de l'élevage qui fournit de l'argent, c'est pas la vigne. On va vendre du fromage, des pots, bien sûr, on va engraisser des bêtes, louer des alpages quand on ne fait pas soi-même, des choses comme ça. C'est de là qu'ils tirent leurs revenus en numéraire. C'est comme ça qu'ils vont payer leurs impôts, etc. Ce qui nous amène donc à une conclusion qui, finalement, s'impose, c'est que boire son vin, pour les tarins, pour la plupart des tarins, c'est plus intéressant que de le vendre. C'est un vrai apport dans l'alimentation quotidienne à cette époque-là. C'est pas tout à fait négligeable, et en fait, dans les autres régions, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient sans doute aussi. Et visiblement, donc on a ici quelque chose qui a priori est paradoxal, parce que la Tarentaise, c'est une province qui est estimée pauvre en général. Et c'est vrai, si on prenait le revenu net de toute la province par rapport aux habitants, il serait sans doute plus faible qu'en Savoie propre. Mais
il est finalement peut-être, les productions sont peut-être mieux distribuées à travers cette distribution des terres. On a quelque chose qui ressemble à ça, et qui semble pouvoir expliquer qu'en Tarentaise, on boit du vin, on boit son propre vin. Je vais conclure rapidement là-dessus. Donc, on a, première chose, un vignoble de limite climatique. Je vous l'ai dit, c'est ce qui frappe en premier quand on s'intéresse au vignoble de Tarentaise. C'est un vignoble d'altitude, de montagne, etc. Mais finalement, sa vraie originalité, comme je vous l'ai dit, elle est dans le fait que c'est un vignoble d'autoconsommation. C'est un vignoble d'autoconsommation, et j'ai perdu ce que je voulais dire, mais ça va revenir tout de suite. Et non, ça ne revient pas. Donc oui, on a un vignoble d'autoconsommation, et ça en fait quelque chose... Comment? Oui, voilà. Mais vous n'étiez pas là au début de l'exposé, je vous ai vu entrer en cours. Pour le XXe siècle, c'est tout à fait vrai. Et donc oui, on a un vignoble d'autoconsommation qui est une véritable originalité au regard de ce qu'on a dans l'historiographie. Ça m'a amené à me questionner sur est-ce que c'est unique à la Tarentaise? Non, sans doute pas. Déjà en Maurienne, on a quelque chose d'extrêmement similaire. C'est un premier exemple. Mais je suis allé chercher un peu ailleurs dans les vignobles en France en général. J'ai fouillé un peu dans quelques sources par-ci par-là, et j'ai trouvé des choses similaires, et à mon avis, cette explication sur la propriété n'explique pas toujours l'autoconsommation. En Ariège, dans l'Aveyron, dans les Hautes-Alpes, on a des choses qui sont très similaires. On a des sociétés qui sont plutôt tournées vers l'autoconsommation, vers la petite propriété, et donc on a une autoconsommation aussi qui se retrouve légèrement dans les sources. On a des choses un peu similaires à la Tarentaise. Mais on a un autre phénomène qui se trouve par exemple dans les vignobles bretons ou normands, qui à cette époque-là sont en plein déclin, qui n'exportent plus de vin alors qu'avant c'était des vignobles commerciaux, et qui visiblement deviennent des vignobles d'autoconsommation par la perte de leur débouché commercial. Autre phénomène, mais qui mène sans doute plus vite à la disparition des vignobles, car c'est des vignobles qui ont disparu plus vite que celui de Tarentaise. Donc je pense que ça appelle, comme je l'ai écrit là, quelques autres études sur cette question de la consommation rurale de vin, qui est très mal connue en France, alors qu'on est quand même finalement le pays un peu du vin à l'international. Et là, la consommation de vin de la majorité des Français, elle est en fait extrêmement mal connue, elle n'a même pas franchement été étudiée. J'ai été assez surpris de trouver presque aucune bibliographie sur le sujet. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éléments sur l'histoire des vignobles des Hautes-Vallées alpines. Merci beaucoup de votre attention.